chaud. Alors ici, on est particulièrement bien placé à Avignon, parce que quand même, le maire de la ville a battu hors corps, quoi. Ah non, franchement, il fallait le trouver, je ne sais pas où vous l'avez trouvé celui-là, mais qu'on ose dire, aller dire à des gens de culture, faut quand même être pas malin, hein, c'est d'aller leur dire, on veut bien que vous fassiez ce que vous voulez, mais il faut que ça soit neutre. Mais qui lui a jamais enseigné que la culture n'est jamais neutre? C'est impossible. Neutre ne veut rien dire. D'ailleurs, dans l'existence, ça n'existe pas. On peut trouver des points d'équilibre. Mais dans la culture, il n'y en a pas de point d'équilibre. Par définition, dans la culture, l'amour est toujours une passion. C'est pas raisonnable. Et souvent, elle finit mal, ce qui n'est pas raisonnable non plus. Je prends cet exemple-là, mais je pourrais multiplier. Les plus grandes créations théâtrales humaines qui durent depuis plus de 2000 ans, c'est les pièces de Sophocle, c'est Antigone. Où c'est neutre, Antigone? Antigone, elle envoie balader toute sa famille pour faire respecter le droit pour un mort d'être enterré. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît à personne, à aucune autorité, de nier le droit d'être enterré, alors qu'il s'agit d'un mort, n'est-ce pas? Comme nous refusons de reconnaître le droit de vie et de mort à la police, avec la loi qui vient d'être votée. Et je prends l'exemple d'Antigone, mais je pourrais multiplier. Depuis quand Tartuffe, c'est une pièce neutre? L'autre, il a failli se faire mettre au trou pour avoir fait une pièce pareille. Donc, c'est vraiment le mythe bourgeois de la culture qui est juste là pour montrer que vous n'êtes pas dans la classe populaire, vous êtes d'un milieu à part, qui sait aller consommer. Hein, voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et c'est contre tout ça. Et là, on peut dire que c'est un moment clé, parce que cette année, on commence à atteindre l'os. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez promettre, vous, par exemple, au jour du spectacle vivant qu'on a assuré? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ici à Avignon, qui est une chambre d'écho? Je vais leur dire, ne croyez personne. Essayez d'évaluer chacun de ceux qui vous parlent à l'aune de son propre intérêt. Si vous entendez M. Attal venir ici et parler, demandez-vous si, quand il dit qu'il veut mettre à la porte 100 000 fonctionnaires, c'est pour embaucher 100 000 théâtreux. Non, ne le croyez pas. Quand moi je viens et je vous dis la culture est centrale, vous êtes obligé de me croire. Pourquoi? Parce que je suis un insoumis. Et que l'insoumission, c'est refuser l'ordre des choses. Moi, s'il n'y a pas de cultureux qui font des pièces, qui envoient balader tout le monde, qui critiquent, qui se moquent, je ne peux pas vivre politiquement parce que c'est la matière première. Donc je tire ma politique qu'on m'enlèverait. Donc je pense que je suis crédible et pas eux. Alors voilà, je ne peux pas donner de meilleures preuves de ma bonne foi que la racine de mon engagement. Mais vraiment, je mets en alerte. Vous savez, les bureaucraties ne manquent jamais d'imagination pour inventer des conneries qui normalisent. Est-ce que vous savez que la Commission européenne, une année, avait inventé de faire du vin rosé? Je dis ça parce qu'on en fait dans le coin, en mélangeant du vin blanc et du vin rouge. Des gens qui sont capables d'imaginer une telle ignominie sont capables d'imaginer que l'art est neutre. Ça fait partie de leur simplification intellectuelle. Non, on est en danger de normalisation et de non-humanité. Car le jour où nous apprendrons à nous contenter d'une seule production, eh bien, nous ne serons pas loin de l'état de n'importe quel animal qui se contente de consommer une seule chose parce que tout son organisme est préparé pour ça. Il faut être rebelle, il faut s'en soumettre. C'est la fonction essentielle de l'art. Justement, pour se diversifier, s'en soumettre, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce dont on parle ici. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là-dessus sur les... Ah ben, d'abord, il faut bien... Non, mais vous avez raison de poser la question parce que c'est comme ça qu'elle se pose. On ne serait même pas là en train d'en parler si tout le monde n'était pas pris à la gorge parce que les budgets publics s'effondrent. Tout à l'heure, j'ai entendu un homme merveilleux parler. C'est le directeur, je crois que c'est son titre, de ce festival. C'est son titre? Oui, c'est son titre. Alors, il m'a dit, vous comprenez, monsieur Mélenchon, les subventions publiques ont été réduites d'une manière incroyable. C'est la première fois qu'il y a moins de subventions publiques que de mécènes et de résultats de la billetterie. Et à ce moment-là, il a pris son air le plus consterné et il m'a dit « c'est un échec total pour nous ». Alors on le regarde et on lui dit « bah en quoi c'est un échec? Vous êtes là, vous êtes vivant, vous avez convaincu des gens d'acheter des billets ». Et il répond « mais on n'est pas là pour ça. On est là pour surprendre, on est là pour prendre des risques, on est là pour interroger par des créations artistiques que personne n'a jamais vues et qui tout d'un coup font réfléchir ». J'ai trouvé que cet homme, si j'avais pu, je l'embrassais. Tellement ce qu'il était en train de dire sur la culture était magique. Et oui, il a raison. Il faut qu'on ait de l'argent public, mais pour ça, je vis avec mon époque. Où que j'aille, la première chose qu'on me demande, c'est combien ça coûte. Ça suffit. Combien coûte l'inverse?
À chaque fois, c'est pareil. La santé, combien ça coûte? Et la maladie, combien ça vous coûte? Alors, l'art, combien ça coûte? Et l'ignorance, et l'incapacité à ressentir, combien ça coûte? Vous voyez? Donc vous avez raison, il faut remplir la caisse. Et bon, franchement, alors on vit une époque où tout le monde trouve normal de consacrer 5% du PIB, à armer le pays en achetant des armes sans savoir contre qui on va se battre. D'ailleurs, on n'a pas envie. Et quand nous on dit qu'il faut 1% pour la culture, on dit « Ah, est-ce bien raisonnable de jeter l'argent par les fenêtres comme ça ?» Parce que c'est ça qu'on nous dit. Je vous livre cette pensée pour que vous alliez faire votre chemin avec. Les organisations syndicales, elles demandent 1% du budget de l'État pour la culture. Vous vous engageriez à mettre combien? Nous, le programme prévoit 1% du PIB. Donc ça fait beaucoup plus dans le budget de l'État. On n'a pas calculé, peut-être que tu le sais, toi. Mais vous voyez bien, faire 1% du budget de l'État alors qu'il est à zéro, je ne sais pas quoi, ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Ou bien nous en avons besoin. D'accord? Si je vous disais, vous me disiez, Monsieur Mélenchon, combien aura-t-on le droit de boire d'eau par jour? Vous commenceriez par vous demander combien vous en avez besoin pour rester vivant. Hein? On connaît, ça, on sait cette proportion. Là, demandez-vous, de combien avez-vous besoin de culture pour rester des hommes et des femmes dignes de ce nom? C'est ça la question qui est posée. Ou bien, est-ce que vous avez envie d'être des robots? Là, je vois tous les gens qui s'affolent sur l'intelligence artificielle, ils me font rigoler. On n'est pas capable de dire ce qu'est l'intelligence, mais on proteste contre l'intelligence artificielle. Mais je vais plus loin. Le risque, c'est pas que les robots vous remplacent, c'est que vous vous comportiez comme des robots. C'est ça le risque. C'est-à-dire que vous ayez réduit le champ de votre humanité, de vos goûts, de vos appétits, de vos attirances. C'est ça le risque, le vrai risque. Donc combien il faut d'argent? Réponse, beaucoup. Voilà, 1% du PIB. C'est beaucoup. Président dans 9 mois, quelles seraient les grandes mesures, peut-être une mesure phare, que vous aimeriez mettre en place pour le monde de la culture? Déjà, on commence par arrêter les coupes. Article 1, fin des coupes budgétaires. Article 2, qu'est-ce qu'on peut mobiliser? De toute façon, on aura un projet de loi de finances. Si on gagne, ça se passe en avril, le temps de faire les élections législatives et de les gagner. Et on a l'Assemblée qui se réunit entre juin et juillet. Session extraordinaire, les malheureux députés vont s'en payer une deuxième. Là, dans le projet de loi de finances, on peut modifier le montant de l'argent qu'on donne à la culture. Mais pour ça, il faut qu'on modifie le montant des recettes. Donc, il va falloir qu'on aille faire passer à la caisse toute une série de gens qui refusent de le faire aujourd'hui. Alors, je sais pas, on a évalué, on en est à 43 000 maintenant, qui ont des très hauts revenus et qui payent 0 d'impôts. Ou vous avez entendu comme moi, le soir où j'annonce ma candidature, la journaliste dire « Mais monsieur Mélenchon, vous voulez prendre de l'argent à Total, mais Total ne fait pas de bénéfices en France. » Bien sûr, c'est un voyou qui sort son fric avant. Et donc, une entreprise qui distribue 19 milliards d'euros, on essaye à cette heure-là, il y a 5 à 6 millions de personnes qui écoutent. Et vous avez quelqu'un qui, de sang-froid, tranquillement, vous dit « Ah non, 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 mais Total, c'est un petit pauvre, on ne peut rien lui prendre. » Donc, il va falloir remplir la caisse. Et puis, on va mettre immédiatement des choses en route. Il y en a, on sait faire tout de suite. Je vais vous dire une chose. Je crois que l'art et la culture sont une des composantes de ce qu'on appelle la qualification professionnelle. Alors, ne croyez pas que je vais vous chercher à tirer par les cheveux, je l'ai fait. Quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'avais reçu un budget équivalent à la moitié du budget des classes activités culturelles. 1800, j'en avais. Avec ces 1800-là, on a organisé dans tout l'enseignement professionnel, où se trouve l'enseignement dans les lycées, c'est le 30-35%. Le total des jeunes dans l'enseignement professionnel, c'est à peu près 50% de la classe d'âge. Hein. Rappelez-vous-en bien tous. Bon. Eh bien, on avait des classes qui avaient un projet pour toute la classe. Je me rappelle des fédérations patronales qui étaient venues me voir, en me disant, franchement, vous croyez que c'est ce qu'il y a de plus urgent? Et je leur avais dit, bah oui, vous allez voir. Et oui, on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Là où il y avait un absentéisme carabiné, du jour au lendemain, ça a fini. C'est-à-dire que les jeunes gens sont revenus dans les classes. Deuxièmement, la pratique culturelle était le support de la pratique technicienne. Exemple, le groupe que j'avais vu de près, ils avaient fait un truc qui s'appelait sculpture métallique géante. Tu t'imagines que tu vas expliquer à un jeune gars qui est
un métallo, quoi. Tu lui dis, bon, allez, maintenant, on fait des sculptures. Les profs les ont emmenés voir des expos et ils ont fait des sculptures métalliques géantes. Donc, il y a eu une approche de la pratique professionnelle complètement différente. D'abord parce qu'il faut souder tout ça pour que ça ne se casse pas la figure. Donc, soudure. Ensuite, pour faire de la physique, pour que ça ne dégringole pas. Ensuite, il faut que les gens aient envie de le regarder. Ça, c'est de l'activité artistique. Là, la démonstration que je viens de vous faire, c'est qu'on ne peut pas séparer la culture du reste des activités humaines. Et qu'en est une composante que si vous l'enlevez, c'est comme si vous disiez, ah voilà, la peau c'est en trop, on l'enlève. Nous en avons besoin pour vivre dans tous les compartiments. Donc ça coûte un peu de sous, mais c'est 3 francs 6 sous. Et c'est toute l'année. Parce que maintenant, dernier point, de quoi ont besoin les gens qui vivent de ces métiers-là? De visibilité. Ce ne sont pas des chiens qui un jour peuvent manger et pas le lendemain. Encore les chiens, vaut mieux qu'ils bouffent tous les jours aussi. C'est des personnes humaines, ils ont une faille. Si vous voulez qu'ils soient là, vous en avez qui sont brillants comme c'est pas possible. Vous n'êtes pas capable, vous ni moi, de faire ça. On a donc absolument besoin d'eux. Il faut qu'ils puissent vivre une vie humaine. Donc il leur faut des garanties, de la visibilité. Moi, je me suis préoccupé par-dessus tout de la question de la retraite des gens de culture. Alors là, c'est un sujet, c'est incroyable. Quand vous dites on va s'occuper de ça, les gens vous regardent, la retraite, pourquoi? Pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que c'est une personne, un jour il faut s'arrêter. Ne dites pas qu'on peut être danseur, qu'on peut être même un théâtreux toute sa vie. Non, c'est pas vrai. C'est comme pilote d'avion, hein. Passer un certain âge, vaut mieux pas. Ou alors, pourtant, ils prétendent faire rester les gens au travail jusqu'à 70 ans. Donc là, il faut qu'on s'en occupe. On sait comment faire. Prenons un exemple. Ça m'a valu quelques démêlés dans les milieux de la culture, mais pas grave. Victor Hugo, comme ça je suis à l'abri, avait inventé un truc. Il dit, toutes les œuvres qui tombent dans le domaine public, vous savez, au bout de 30 ans, une œuvre passe dans le domaine public. C'est-à-dire que vous ne payez plus de droits dessus. On pourrait décider que toutes ces œuvres contribuent à une caisse de retraite. Alors on prendrait un petit quelque chose sur chacune, ok? Alors quand on dit ça, on dit oui, tu crois que? Oui, je crois que. Oui, je crois absolument. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Quand les Nord-Américains, Walt Disney et sa bande, se sont occupés de faire Notre-Dame de Paris, non seulement ces Russes n'ont pas mentionné qu'ils avaient volé l'histoire à Victor Hugo, parce qu'il n'y a même pas le nom de Victor Hugo sur l'affiche du film, mais c'est que ça a rapporté des milliards à la film Disney. Il n'y en avait pas une petite poignée ou deux pour la retraite des artistes. Plus une œuvre d'art aurait de retentissement, plus elle s'inscrirait dans quelque chose qui continue à parler de génération en génération, plus elle contribuerait au bonheur du présent. Et quand vous avez des retraités qui ne sont pas tous amochés, qui sortent du métier, c'est un bien public aussi, ça fait des tas de trucs, tous ces gens-là. Vous voyez, voilà le prix de la culture. Si vous enlevez la culture, c'est tout ça que vous supprimez. Regardez, si on mettait des droits d'auteur sur Sophocle, hein, ou sur Racine, ou sur Corneille, hein, ça défriserait. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Sortez-vous de la tête cette mentalité utilitariste et comptable, toujours en train de dire combien ça coûte, c'est trop cher, l'État est en déficit. Si l'État est en déficit, il n'y a qu'à faire payer plus ceux qui peuvent. Et voilà, il n'y aura pas de déficit. Tout le monde le sait. Mais quand on parle d'art, on parle de quelque chose qui est en nous, qu'on n'est même pas capable de nommer. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça agite en nous? Voilà, ça c'est le mystère humain. Pourquoi nos gosses jouent? Pourquoi nos gosses font semblant de ceci ou cela? Qu'est-ce qu'il y a en nous, les êtres humains, qui fait que nous sommes capables d'endosser des rôles, que nous en avons besoin? Le spectacle vivant, ça met en mouvement deux choses fondamentales dans l'être humain. D'abord, le désir mimétique. Ça, c'est un truc scientifique. Tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu as envie de faire pareil. Tu vois quelqu'un qui mange, ça te donne faim. Eh bien, le désir mimétique, tu vois quelque chose se passer, c'est comme si tu le vivais toi-même. Tu as envie. Et alors, ton expérience personnelle s'enrichit. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu sais que c'est un film. C'est pour de rire, comme on dit. Hein, on joue. Et donc, on a acquis une expérience qui ne nous a rien coûté d'autre que le moment à éprouver des sentiments. Voilà, bon, c'est un littéraire qui vous parle, je pense que bon. Vous avez parlé des coupes budgétaires, mais les 2/3 des subventions viennent des collectivités territoriales. Donc si vous dites fin des coupes budgétaires, comment vous faites pour peser sur ces collectivités territoriales? Non, mais vous avez raison. Mais tout ça, c'est du fric public. Parce que l'argent des collectivités, autrefois, c'était les collectivités qui fixaient le niveau de l'impôt. OK? Petit à petit, l'État a tout récupéré.
Alors avec des prétextes, mais d'une bonté bouleversante. On va tout prendre, comme ça on va mieux pouvoir répartir. J'ai été élu dans une ville de pauvres, mais une ville riche. Donc je sais de quoi il s'agit, comment on faisait. Eh bien, l'État a récupéré tout ça, et du jour au lendemain, il dit comme ça coûte trop cher, c'est là-dedans qu'on coupe. Et donc vous avez l'austérité en cascade. L'État est caché dans son coin, pas vu, pas pris, mais il a enlevé les fonds qui font que les communes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les communes ou les départements? Celui qui n'a pas la compétence culturelle dit, bah attends, moi ma première mission, c'est pas la culture. Donc va voir le voisin, la municipalité ou autre. Et voilà comment ce qui ruisselle, c'est pas l'argent, c'est l'austérité. Donc tout ça à voir les gens. Les budgets des communes ne sont pas suffisants pour tout ce qu'on leur a mis sur le dos. Ou alors c'est celui de l'État, mais choisissez. Ça ne peut pas être partout où on se serre la ceinture. Ce n'est pas possible. Ou alors vous vivrez dans un monde, moi les plus jeunes, vous en vivez pas, hein. Vous vivrez dans un monde comme des sociétés qu'on connaît, hein. Voyagez un peu, vous en verrez. Des sociétés où il n'y a pas de sécu, des sociétés où il n'y a pas d'entraide, où vous avez des tas de villes où il n'y a pas de théâtre, où il n'y a pas de cinéma, où il n'y a de rien. Et si vous voulez quelque chose, vous n'avez qu'à vous le payer, si vous avez les moyens. C'est pas cette vie-là qu'on veut vivre. Mais petit à petit, c'est à ça qu'on arrive. On en est tous témoins de ce genre de vie-là. Ouais, Qu'est-ce que vous pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? je m'en fous. Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre. Et vous pensez pas que ça pourrait perturber la campagne? De quoi? L'agenda judiciaire? Non, ce qui va perturber les 9 mois qui viennent, c'est si les cultureux ne peuvent pas faire leur boulot parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, écoutez, là, ici, c'est Avignon, je suis venu pour ça. Je ne viens pas pour utiliser la situation pour parler d'autre chose que de culture. Excusez-moi de vous répondre de cette manière-là, mais dites à vos chefs que je connais, je ne ferai rien d'autre, c'est pas la peine de m'embêter, je ne ferai rien d'autre. On est venu ici pour défendre la vie elle-même. Alors, qui est candidat des fascistes? Quelle est la différence? À la fin, c'est le même coup de marteau à prendre sur la tête. On les battra parce que ce qu'ils font commence déjà à dégoûter les gens avant qu'ils aient eu le temps de commencer vraiment dans les villes. Ils sont un instrument de normalisation. Ça, c'est triste. C'est dur à entendre, hein. Enfin, voilà. Pardon, madame. Hein. Néanmoins, plusieurs interlocuteurs ont alerté sur l'arrivée d'élus d'extrême droite dans des communes, dans des collectivités. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une politique culturelle de l'extrême droite? Oui. Et comment ça se... Oui. Il y a deux mouvances politiques qui ont une politique culturelle. Nous et eux. Pourquoi? Parce qu'eux combattent ce qui a été dit tout à l'heure. Ils savent quels instruments extraordinaires de propagation des idées est l'activité culturelle. Parce que les êtres humains ne sont pas faits que de raisonnement, ils sont faits d'affect. Vous partagez la souffrance de quelqu'un d'autre, et dès lors vous vous interrogez sur la cause de cette souffrance. Et si ça vous paraît une cause à laquelle on peut mettre fin, vous voulez y mettre fin. Demandez-vous pourquoi tous ces gens défendent ces malheureux Palestiniens. C'est parce qu'ils s'identifient à eux. Donc leur attitude est une attitude qui procède autant de l'affect, de notre similitude d'être humain, que de nos raisonnements. Et donc l'extrême droite a compris ça depuis le début. L'extrême droite, alors nous, on met la culture comme un moment de partage. Autrement dit, de similitude. Eux, ils mettent la culture comme un moment de mise en ordre. Quel ordre? C'est un faux ordre. Leur ordre, c'est la hiérarchisation. Il y a ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Leur propos culturel, c'est ça. Et quand... Alors, il y a toutes sortes de discours qui vont avec ça. Mais la construction, on la connaît. C'est une hiérarchisation. Alors, en haut, les Blancs. Tous les autres après. En haut, les hommes. Les femmes après. En haut, les êtres humains. La nature après. Et ainsi de suite. Tout leur discours est une construction de l'évidence de la hiérarchie entre les êtres humains. Alors que notre expérience de la vie nous apprend exactement le contraire. Elle nous apprend que les hiérarchies sociales ne sont pas forcément les hiérarchies humaines. Que des gens bons peuvent se trouver dans telle ou telle situation d'être dominés socialement, et d'autres dominés et être d'abjects pingouins. Voilà. Voilà pourquoi. Et nous, c'est l'inverse. C'est pourquoi nous, on est viscéralement attachés à cette bataille culturelle. Parce que c'est ce dans quoi nous évoluons. C'est ce qui nous nourrit. Quand on... tout à l'heure, non, je ne citais pas, mais je n'ai pas parlé. Donc, mais je parlais d'Antigone dans ma tête. Bon, eh bien, oui, j'ai parlé d'Antigone ici, il y a un instant. Voilà. Bon, ben, si je dis Antigone, il y en a plein qui comprennent et qui se disent « Ah ouais, moi j'ai vu au moins une fois ». Je sais
qu'il peut y avoir des circonstances supérieures à toutes les autres, des lois humaines supérieures à toutes les lois, et je m'en fous de ce que ça va me coûter, je le fais. C'est ce qu'elle dit, elle. Hein. Elle commence par dire non. Non, c'est l'insoumission. Vous voyez, nous, si on ne vous a pas appris ça à l'école. C'est juste qu'on vous a appris à l'école ou ailleurs, ou parce que vous n'avez pas été au théâtre. C'est juste que vous êtes au fond juste, comme dit l'autre, hein, juste ce que tu es. Et pas ce que tu es, ce que je vois, ou ce que je crois voir en te regardant, suivant comment tu es habillé, si tu es un homme ou une femme, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce qu'on nous aura mis dans le crâne pour hiérarchiser les êtres humains, au lieu d'en apercevoir ce qui va nous... Voilà, c'est ça les deux batailles, les deux camps, et la bataille, c'est jusqu'au bout. Quand ils ne peuvent pas, ils parlent comme l'autre idiot, là, de neutralité. Bon. Mais sinon, on connaît, on sait ce qu'ils veulent. On a lu leur brochure. Ils ont une pensée culturelle. Et nous aussi. Nous, on dit que plus il y en a, plus il y a de diversité, plus nous, on va être forts. Le reste, c'est des gens qui sont là au milieu, qui bavardent et ne servent à rien. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Thiago Rodriguez? Il vous a parlé, mais vous, qu'est-ce que vous lui avez dit? Oh, ce serait prétentieux. Moi, j'ai dit que des choses évidentes. Parce que, pas des choses évidentes, pardon. Son point de vue à lui, c'est celui d'un homme qui dirige le plus grand festival de théâtre du monde. Donc il est clair que tout ce qui concerne la façon avec laquelle le théâtre est produit occupe une grande place dans ce qu'il dit. Lui m'a bien décrit le mécanisme de l'uniformisation et de la réduction par le bas, compte tenu de l'évolution budgétaire. Moi, mon souci, il est un peu différent. Il est politique au sens de la philosophie. C'est-à-dire que je me rends compte de ce que l'uniformisation des goûts veut dire quand on parle d'art et de culture. Ce que ça réduit de l'humain. Et évidemment que si on réduit dans l'humain, bon, chacun a une vision du monde. Bon, moi, c'est pas ma vision du monde et je la partage avec eux tous là. Les autres en face, si, ça leur plaît, ça leur va, un monde hiérarchisé, uniformisé, chacun dans sa case, les blancs entre eux, les autres entre eux, les hommes, les femmes, tout par catégorie. Et pour eux, c'est l'ordre évident des choses. Et donc on se sent un peu pris, vous voyez, en ce moment. Et l'alerte qui nous est lancée ici, elle est vachement importante. Mais je pense que, hélas, elle n'est pas assez vue, elle n'est pas assez comprise. Donc il y a du boulot à faire, hein. Beaucoup de boulot. Et vous avez un message pour les acteurs culturels? Tenez bon. Bon, c'est facile, hein, mais enfin bon, c'est déjà ça. Tenez bon. Ils vont le faire parce que je suis aussi frappé. Vous savez, la suite des générations modifie les rapports aux choses et à la culture et aux êtres. L'actuelle jeune génération est beaucoup plus radicalisée que l'étaient les autres avant, toutes celles des années 90. Les garçons, les filles, chacun dans beaucoup dit je me cherche. Hein. Et quand je dis radicalisé, c'est des deux côtés de l'arc. Hein. Mais dans la jeune génération, ce qui est très encourageant, c'est que c'est une radicalité qui est productrice. Elle produit de l'art, de la blague, de la poésie, de la musique, des symboles. Je les trouve très créatifs. J'ai connu des périodes, on répétait quoi. Hein. Vous avez confiance? Ouais. C'est drôle, non? Ouais. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais j'ai confiance. Je sais que on me dit souvent, ah non, mais t'es trop optimiste. C'est pas mon genre d'habitude. C'est Bompard, lui, est tout le temps optimiste. Quoi qu'il arrive, c'est réglé d'avance, on va gagner, il suffit de le faire bien. Bon, c'est un élève brillant, alors. Mais je sais que beaucoup de gens sont très inquiets, mais vous abandonnez pas à l'inquiétude. Parce que alors là, pour le coup, tout est perdu, hein, si c'est ça. Qu'est-ce qui vous donne confiance? Les gens, ceux-là, là. Puis ceux que j'ai vus hier, là, qui m'interrogeaient sur les radios Schmoll. Non, la force de la vie. Bon, c'est un peu con ce que je vais vous dire. Hein. Je suis persuadé qu'elle restera la plus forte. Mais moi, je vis dans un monde mental, imaginaire et culturel dans lequel il y a des images déjà, vous voyez, qui sont prises dans l'histoire. Et l'idée que la bataille de la lumière et de l'ombre, je sais que c'est un peu réducteur, mais moi j'adhère à ça. Quand on me parle des fascistes, je ne peux pas faire autrement que de m'imaginer celui qui rentre dans l'université à Madrid en hurlant et il tire sur tout le monde et il crie à bas l'intelligence, vive la mort.
Bon, c'est peut-être un peu romanesque ce que je vous raconte, mais c'est comme ça que je vis la réalité, c'est comme ça que je me la représente. Je crois que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle peut être belle, et que j'ai beaucoup d'espoir dans ce que fait la jeune génération. Ils sont inflexibles. C'est terrible cette culture de masse qui est arrivée. Regardez, l'autre jour, on fait la fête de la musique. On m'avait dit, pas trop long, hein, pas comme là 2 heures à parler. Donc 3 minutes. Donc il fallait faire vite. Et je termine en disant, oh, la parole la plus révolutionnaire. Et je commence, les êtres humains naissent. J'ai pas fini la phrase. C'est je sais pas moi, 10 000 jeunes qui étaient là ont terminé la phrase à ma place. J'ai jamais vu ça de ma longue vie politique, qu'on récite les articles des droits de l'homme. Et pareil, quand on était à Saint-Denis, les gens qui ont crié chez nous, on ne leur a pas lancé chez nous le mot d'ordre, c'est venu tout seul. Moi, alors comment ne pas ressentir cette force d'enthousiasme? Elle remonte. Après tout, j'ai choisi ma vie. Hein. Personne ne m'obligeait à faire ça. Hein. Alors, je trouve des raisons supplémentaires de le faire. Puis ici, comme c'est que de la culture, c'est un petit bonheur. Quoi. Et si Tout le c'est monde le me fait des scénario sourires. que vous redoutez qui se déroule? Niente, il n'aura pas lieu. Bon courage. Au revoir. Jean-Luc